tu n'es même pas digne de cirer ses chaussures. C'est ce que ma mère m'a dit, assez fort pour que le tintement des verres et des couverts s'arrête en plein vol. Mon père n'a pas bronché, il a hoché la tête comme si elle avait prononcé la vérité de l'univers. Emma a souri en coin au-dessus de son vin, savourant l'instant. La pièce a basculé, le silence pesant sur ma poitrine. Pendant des années, j'ai ravalé mes mots, laissé leur favoritisme m'écraser. Mais pas ce soir. J'ai repoussé ma chaise, ma main stable sur la table. 6 mots ont jailli, tranchant comme une lame, alors demandez à Emma de payer vos factures. L'air s'est fendu, et personne n'a bougé. Le silence après mes mots a ressemblé à un vide, chaque flamme de bougie vacillant dans sa propre panique. Mais laissez-moi revenir en arrière, car cette nuit, ce dîner, n'était pas le début. C'était le point de rupture. Pour comprendre pourquoi les mots de ma mère m'ont transpercé à ce point, pourquoi le hochement de tête de mon père brûle encore dans ma mémoire, et pourquoi le sourire en coin d'Emma était plus acéré que n'importe quel couteau, vous devez savoir ce qui s'est passé avant. Je m'appelle Nora. J'ai 28 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à être l'enfant invisible. Pas la star, pas la déception, juste la pièce de rechange. Celle qui faisait des remplacements à l'hôpital pendant que tout le monde applaudissait les dernières réussites d'Emma. Celle qui restait à la maison quand tout le monde partait en voyage en famille. Celle dont le nom ne figurait jamais dans les toasts. Je travaille de nuit aux soins intensifs, des quarts de 12 heures qui me laissent les os douloureux, les cheveux tirés en un chignon désordonné, ma blouse sentant légèrement le désinfectant. Je tiens littéralement la vie des gens entre mes mains, et pourtant, aux yeux de ma famille, cela n'a jamais été suffisant. Je suis sorti de la chambre d'un patient après avoir rétabli un rythme cardiaque grâce à un choc, l'adrénaline me brûlant encore, pour rentrer chez moi et entendre « Emma a obtenu un nouveau titre de poste. Tu devrais être fier d'elle. » Emma, ma sœur cadette, 2 ans de moins, 2 vies plus faciles. Elle a toujours été la fille dorée, celle qu'ils exhibent comme un trophée. Chacun de ses bulletins scolaires était accroché au réfrigérateur. Chaque petite réussite était une raison de réserver un dîner, d'acheter un gâteau, de poster une photo. Elle a grandi en sachant que les applaudissements l'attendaient, quoi qu'elle fasse. J'ai grandi en connaissant le silence. Le favoritisme n'était pas subtil. Il était fort, évident, implacable. J'étais celle qui contractait des prêts étudiants, qui jonglait avec des cours de soutien le week-end, et qui réussissait quand même à verser de l'argent sur le compte de mes parents quand les factures s'accumulaient. Les prêts d'Emma, eux, étaient magiquement pris en charge, ses vacances étaient entièrement financées, ses erreurs étaient aplanies avant même qu'elle n'en ressente le poids. Je sens encore l'odeur du poulet rôti de ce soir-là, je vois les verres à vin coûteux alignés comme un sanctuaire à la gloire du succès d'Emma. J'étais arrivé directement après un quart de nuit, les épaules lourdes, ma blouse froissée. Elle est arrivée rayonnante, dans une robe qui coûtait probablement tout mon budget d'épicerie. Mon père se penchait en avant pour chaque mot qu'elle prononçait, ma mère était suspendue à chaque détail, et moi? J'étais assise sur la chaise bancale au bout de la table, celle que personne d'autre ne voulait. Voilà où nous en étions, Emma comme la star, moi comme la doublure. Personne n'a remarqué jusqu'à ce que je décide d'arrêter de jouer mon rôle. Ça a commencé petit, le genre d'affront qu'on arrive presque à s'ignorer. Un regard maintenu trop longtemps, un compliment retenu, un rejet désinvolte déguisé en plaisanterie. Mais ensuite sont venus les coups qu'on ne pouvait pas ignorer, ceux qui laissent des bleus qu'on ne peut pas voir. 2 semaines après ce dîner, j'étais en pause déjeuner à l'hôpital, assise dans la salle du personnel avec du café rassis et le bourdonnement des distributeurs automatiques, quand j'ai ouvert Instagram. L'écran s'est illuminé avec une photo qui ne me semblait pas réelle au début, mes parents, Emma et son petit ami debout sous des palmiers, l'océan scintillant derrière eux, de grands sourires, des lunettes de soleil, des cocktails de vacances assortis avec de petits parasols. La légende disait, escapade en famille, juste ce dont nous avions besoin. Mon pouce a plané au-dessus du téléphone, engourdi. Personne ne m'avait dit un mot de ce voyage, pas un indice, pas une question pour savoir si je pouvais me joindre à eux. Mon cœur battait la chamade alors que je faisais défiler les photos. Emma construisant des châteaux de sable, mon père faisant de la plongée avec tuba, ma mère tenant la main d'Emma lors d'une promenade au coucher du soleil. Je n'étais pas seulement absente des photos, j'étais effacé. J'ai appelé ma mère, ma voix tremblant. « Vous êtes à Hawaï ?» Oh, Nora, a-t-elle soupiré comme si je l'avais prise en flagrant délit de petits mensonges. Nous ne pensions pas que tu pourrais prendre des congés. Tu es toujours si occupé avec ces quarts de nuit.
vous ne m'avez même pas demandé, ai-je murmuré. C'était à la dernière minute. Emma avait besoin de décompresser après avoir commencé son nouveau travail, tu comprends. J'ai raccroché avant que la chaleur dans ma poitrine ne se transforme en larmes. Quelques heures plus tard, Emma a envoyé un texto, désolé, je pensais que tu étais au courant. Tu travailles toujours de toute façon, je ne pensais pas que tu voudrais venir. Je n'étais pas en colère, j'étais anéanti. Il y a une différence. Et pourtant, la véritable humiliation est survenue quelques semaines plus tard à son anniversaire. Ils ont loué le restaurant le plus cher de la ville, des lustres en cristal, des chaises en velours, une liste d'invités de 50 personnes, tous là pour célébrer Emma, l'étoile montante. Je suis arrivé directement après un quart de 12 heures, les cheveux relevés, ma plus belle robe ayant toujours l'air bon marché à côté des rangées de robes de créateurs. Maman se tenait au centre de la pièce, verre levé, un toast à notre Emma. Elle a toujours eu le talent, l'ambition, l'avenir. Certaines personnes sont juste nées pour réussir. La pièce a éclaté sous les applaudissements. Emma rayonnait comme si elle était sur scène, savourant chaque applaudissement. Puis Madame Chen, une amie de maman, s'est penchée vers moi et m'a demandé, « Et vous, que faites-vous, Nora ?» Avant que je puisse ouvrir la bouche, papa a ri. Elle est encore en train de se chercher, elle travaille à l'hôpital, mais Emma est celle qui va vraiment loin. Mes joues ont brûlé. Je travaillais aux soins intensifs, je sauvais des vies, je gagnais plus d'argent qu'Emma n'en avait jamais touché, mais dans cette pièce, je n'étais rien de plus que l'arrière-plan flou de son projecteur. J'ai souri crispément, j'ai ravalé ma rage, et j'ai trinqué. Mais quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là, silencieusement, et j'ai su que ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était une guerre déguisée en famille. L'humiliation de l'anniversaire aurait pu être le pire, mais la vie a une façon de retirer le tapis 2 fois quand on est déjà à terre. Une semaine plus tard, j'aidais ma mère à trier une pile de factures à sa table de cuisine. La maison sentait légèrement le nettoyant au citron, les stores à moitié baissés. Elle me tendait les enveloppes distraitement, son attention ailleurs, et j'ai commencé à faire des piles ordonnées, les services publics, les cartes de crédit, les relevés hypothécaires. Puis je l'ai vu, les factures de prêts étudiants, le nom d'Emma imprimé en gras en haut, chacune d'entre elles estampillée et payée en totalité. Ma poitrine s'est serrée alors que je les parcourais, 45 000 $ de dettes disparues. Mes mains tremblaient tandis que je consultais l'historique des paiements. L'argent ne venait pas d'Emma. Il ne venait pas non plus des revenus de mes parents. Les numéros de compte correspondaient au même compte bancaire où je déposais de l'argent chaque mois pour l'hypothèque. Ma voix s'est brisée quand je l'ai confrontée. « Tu as utilisé mon argent ? Tu as utilisé mon argent pour payer ses prêts ?» Elle n'a pas eu l'air honteuse, elle n'a même pas levé les yeux. Emma a besoin de se concentrer sur l'avancement de sa carrière. Elle ne peut pas être accablée par des dettes en ce moment. Tu as un emploi stable, tu peux assumer des responsabilités. Je me suis noyé dans mes propres prêts, ai-je dit, ma gorge étant irritée, travaillant les nuits, les week-ends, donnant des cours de soutien à chaque quart de travail libre, et tu utilises mes paiements hypothécaires pour Emma. Nora, a-t-elle dit sèchement, ne sois pas égoïste. La famille est de la famille. Le succès d'Emma nous profite à tous. Je ne pouvais plus respirer. Les murs me semblaient plus petits, l'air plus lourd. Pendant tout ce temps, je pensais que je gardais un toit au-dessus de leur tête, au lieu de cela, je finançais tout le style de vie d'Emma tout en me brisant en deux. Le lendemain au travail, j'étais assise dans la salle de repos, fixant les chiffres que j'avais gribouillés sur un bloc-notes juridique. C'est alors que Jennifer, l'infirmière en chef, s'est glissée sur la chaise en face de moi. Elle n'a pas édulcoré la réalité, elle ne l'a jamais fait. Tu paies littéralement pour sa vie pendant qu'il te traite comme un échec, a-t-elle dit, tapotant le bloc-notes. Ce n'est pas un soutien familial, Nora, c'est de la maltraitance financière. Elle m'a aidé à faire les calculs. En 2 ans, j'avais injecté 47 000 $ dans cette maison, pas seulement l'hypothèque, mais les prêts d'Emma, ses paiements de voiture, même ses cartes de crédit. Les chiffres ne mentaient pas. Ils étaient là, froids et impitoyables, me fixant comme la preuve d'un crime. Quelque chose s'est endurci en moi ce jour-là, le genre de résolution qui vient quand on a été mis à nu, quand il n'y a plus rien à perdre. J'ai cessé de payer l'hypothèque et j'ai attendu la tempête que je savais imminente. Les appels ont commencé en moins d'une semaine. D'abord, c'était ma mère, sa voix tendue, cassante. Nora, la banque a appelé. Le paiement hypothécaire est en retard.
Y a-t-il un problème avec ton compte? Ensuite, mon père, plus en colère. Cette famille dépend de toi. N'ose pas nous laisser tomber. Même Emma a appelé, pour une fois, sa voix teintée d'inquiétude. Nora, maman panique. S'il te plaît, fais le paiement, d'accord? Tu sais que je ne peux pas supporter ce genre de stress en ce moment. Stress. Le mot m'a fait rire aux éclats, amèrement et sèchement. Je portais leur stress sur mon dos depuis des années, et ils ne l'ont même jamais remarqué. Maintenant, avec un seul paiement manqué, ils se désagrégeaient. C'est alors que je l'ai dit, calmement, voire gentiment, dis non samedi soir. Parlons des contributions financières. Ils ont accepté immédiatement, imaginant probablement qu'ils pourraient me culpabiliser pour me remettre dans le droit chemin. Ils pensaient que j'avais peur. Ils pensaient que j'étais faible. Ils ne savaient pas que j'avais passé les 2 dernières semaines à construire mon arsenal. Samedi est arrivé avec la même chorégraphie que ma famille avait toujours pratiquée. Ma mère a préparé un repas élaboré, du roast beef, de la purée de pommes de terre, tout le tralala, pensant que la nourriture pourrait m'adoucir. Mon père a débouché une bouteille de vin, essayant de créer l'ambiance comme si c'était une célébration au lieu d'une intervention. Emma est arrivée tard, sa bague de fiançailles en diamant clignotant, prête à annoncer d'autres projets de mariage. Je me suis assise tranquillement, un dossier dans mon sac, le cœur stable pour la première fois depuis des mois. Le dîner s'est déroulé comme prévu. Ils ont ri, ils ont porté des toasts, ils ont fait semblant que tout allait bien, jusqu'à ce que mon père s'éclaircisse la gorge et commence le sermon. Nora, nous devons parler de responsabilité, des obligations familiales. Tu ne peux pas simplement cesser de payer parce que tu traverses une crise émotionnelle. Ma mère s'est penchée en avant, son ton étant tranchant. Cette famille dépend de toi. Emma construit son avenir, et nous devons tous faire des sacrifices pour qu'elle réussisse. Emma a hoché la tête, satisfaite et certaine, comme si elle était la reine dans une pièce de théâtre que nous étions tous obligés de jouer. Puis ma mère m'a regardé avec ce même rictus froid, les mêmes mots qu'elle avait prononcés des semaines auparavant, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. J'ai repoussé ma chaise, lentement et sûrement, mes mains calmes sur la table. Alors demandez à Emma de payer vos factures. Silence. On pouvait entendre l'horloge tourner dans le couloir. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti l'épais dossier, et je l'ai posé sur la table. Page après page a atterri devant eux avec un bruit sourd qui a résonné plus fort que n'importe quel cri. J'ai versé 47 000 $ à cette famille au cours des 2 dernières années, ai-je dit, ma voix claire, inébranlable, votre hypothèque, les prêts étudiants d'Emma, son paiement de voiture, même ses factures de carte de crédit quand elle a dépensé trop. Chaque dollar est documenté, chaque mensonge est exposé. Le visage d'Emma est devenu pâle. Elle a ramassé l'un des relevés, sa main tremblant, ses yeux parcourant les chiffres. Maman, papa, je ne savais pas. Je pensais que vous m'aidiez. Bien sûr, elle ne savait pas. C'était ça la cruauté. Il l'avait laissé croire qu'elle était la fille dorée, l'histoire à succès, pendant que je finançais toute sa vie. Le visage de mon père a viré au rouge écarlate. Il a arraché une page, la scannant comme s'il pouvait forcer les chiffres à changer. Ça ne veut rien dire. Nous sommes une famille, les familles s'entraident. Non, ai-je dit, frappant légèrement la table avec ma paume, ce n'est pas la famille, c'est du vol déguisé en amour. Ma mère a commencé à parler, des excuses jaillissant de sa bouche, mais je l'ai interrompue. Vous m'avez dit que je ne serais jamais aussi bonne qu'Emma. Vous avez dit que je n'étais pas digne de cirer ses chaussures, et pourtant c'est mon argent qui maintient cette maison debout, mon argent qui paie sa dette, mon argent qui couvre vos erreurs. Dites-moi qui porte qui. La pièce est restée immobile. Emma pleurait ouvertement maintenant, du mascara coulant sur ses joues, fixant la vérité en noir et blanc. Les épaules de mon père se sont affaissées. Le visage de ma mère s'est tordu, cherchant un contrôle qu'elle n'avait plus. Vous vouliez une fille qui réussisse, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant, mais pas de peur, de fureur, de liberté. Eh bien, la voici, l'infirmière qui gagne 89 000 $ par année, la femme qui a été acceptée dans un programme d'infirmière praticienne, qui est sur le point de dépasser les 6 chiffres. Vous ne vouliez pas le voir. Vous vouliez qu'Emma soit la star, mais vous avez construit son projecteur sur mon dos. Personne n'a parlé. Le silence était suffocant. J'ai rassemblé les papiers dans mon dossier, chaque page se glissant en place comme un clou final dans leur cercueil.
Puis je me suis levé, repoussant ma chaise sans un mot de plus. L'hypothèque s'arrête maintenant, ai-je dit, ma voix calme, définitive. Emma peut payer ses propres factures, et vous aussi. J'ai marché vers la porte, mes pas étant assurés, chacun me tirant plus loin d'années d'invisibilité. Derrière moi, j'ai entendu Emma sangloter, mon père marmonner, l'inspiration brusque de ma mère comme si elle se noyait. Mais je ne me suis pas retourné, pas cette fois. Quand la porte s'est fermée derrière moi, c'était le son le plus fort de ma vie. Je ne suis pas revenu après cette nuit-là, ni pour les dîners du dimanche, ni pour les anniversaires, pas même quand Emma a essayé de m'appeler 3 jours plus tard, sa voix se brisant à travers le message vocal. S'il te plaît, Nora, pouvons-nous juste parler? J'ai déménagé dans une autre ville en 2 semaines. L'hôpital là-bas m'a accueilli à bras ouverts, m'offrant un poste d'infirmière praticienne et un salaire dont je n'avais que rêvé auparavant, 120 000 $ par année. Pour la première fois, j'étais valorisé pour mes compétences, mon expérience, mon dévouement, et non mesuré par rapport au reflet de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, chez moi, les fissures que j'avais prédites se sont élargies rapidement. Sans mes paiements, l'hypothèque a pris du retard. 6 mois plus tard, la maison a été saisie. Mes parents, qui étaient autrefois assis si haut sur leur trône de jugement, ont été forcés de réduire leur train de vie, de faire face au genre de difficultés qu'ils m'avaient toujours imposées. Le monde d'Emma s'est également effondré. Ses fiançailles ont pris fin quand son fiancé a réalisé que les vacances, le style de vie, l'éclat qu'il pensait être les siens, avaient tous été soutenus par moi. Au moment où l'argent a disparu, il a disparu aussi. Elle m'a rappelé alors, sanglotant, implorant de l'aide, mais je n'ai pas répondu. Parce que voici la vérité, je n'ai jamais été la faible. Je n'ai jamais été l'échec. J'étais la fondation, et une fois que j'ai retiré cette fondation, le château qu'ils ont construit sur des mensonges s'est effondré. S'en aller n'a pas fait aussi mal que je le pensais. Pendant des années, leur silence avait été un couteau, mais ce nouveau silence, le silence d'être enfin libre, n'était pas douloureux. Il était paisible. J'ai construit une nouvelle vie, entouré de collègues qui me respectaient, d'amis qui me voyaient, de gens qui n'avaient pas besoin que je prouve ma valeur avec des reçus. Et j'ai enfin compris, le succès ne consiste pas à être choisi, loué ou exhibé. Le succès, c'est connaître sa propre valeur et ne jamais laisser personne vous faire payer pour la prouver. Parfois, le plus grand acte de force est de s'en aller. Je pensais avoir besoin de leur approbation pour avoir de l'importance, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de mon propre respect. J'ai tout donné, mon argent, mon énergie, ma loyauté, seulement pour qu'on me dise que je ne serai jamais à la hauteur. Mais le jour où j'ai cessé de payer pour le rêve et où j'ai commencé à investir dans les miens, c'est le jour où j'ai finalement gagné. Si vous vous êtes déjà senti comme l'invisible dans votre famille, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Votre valeur ne vient pas de leurs éloges, elle vient de vous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et votre propre estime de soi? Et n'oubliez pas de vous abonner, d'autres histoires sont à venir.